y avait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés. Alors, vous savez comment ça se passe d'habitude, c'est l'actu. Sauf que l'actu, là, je sais pas, ils sont tous en train d'être occupés à plein d'autres tâches. Et du coup, de l'actu, on n'en a pas tellement. Donc, on va quand même faire un peu d'actu, mais je vais choisir aussi de développer un thème qui va être les absences médicales en paye. Donc, c'est parce que j'avais peur de pas être assez bavarde. Et j'avais peur que l'actu ne suffise pas. Donc, on va faire un point rapide sur l'actualité, parce que moi, je considère comme l'actualité, c'est très subjectif, hein, ce sont des choix assez subjectifs. Euh, et puis ensuite, on fera ce petit point sur le traitement des absences en paye et des absences médicales plus particulièrement pour bien cadrer qui paie quoi, la sécu, les indemnités de prévoyance, etc. Il y a en plus quelques petits ajustements à prévoir en termes de contrat de prévoyance bientôt, donc voilà, ce sera l'occasion. Bon, comme je suis un peu gourmande, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, bah, du coup, le fait de pouvoir continuer à aller au resto et utiliser les titres restaurants sur un peu plus que 19 euros, bah, c'est toujours sympa. Ça a été reporté un tout petit peu jusqu'au 30 juin. Et donc, vous savez, hein, c'est un plafond d'utilisation qui a été revalorisé pour les restaurants principalement ou si vous vous faites livrer, si vous avez un peu la flemme. Voilà, donc bon, le plafond de revalorisation a été maintenu à 38 euros. En tout cas, il est prolongé jusqu'au 30 juin 2022. Bon, je passe rapidement. C'est quand même pas fondamental, même si moi je trouve que c'est hyper important. Voilà, donc ensuite j'ai choisi pourquoi. Vous allez voir pourquoi. C'est la dernière diapo qui va nous dire pourquoi tout à coup je me suis mis à parler des frais de transport domicile-travail. Euh, suspense, mais quand même, je fais un petit teasing, c'est parce qu'en fait, ces frais de transport pourront être remboursés selon une méthode qui a un rapport avec la diapo précédente. Bon, on va voir. Alors, faisons un point. Les frais de transport domicile-travail. Donc, on n'est pas sur le salarié qui part chez les clients, hein, on est sur le salarié qui vient bosser. Ces frais de transport domicile-travail, il y en a plusieurs types. Les premiers, là, ceux que j'ai mis à l'écran, c'est assez rare. C'est assez rare que l'entreprise rembourse les indemnités kilométriques à proprement parler, en totalité, au salarié qui fait son trajet domicile-travail, même si actuellement, ça peut faire partie des revendications, mais c'est assez rare que l'entreprise décide de rembourser, selon le barème fiscal, les indemnités kilométriques au salarié qui est contraint de se rendre au travail avec un véhicule, parce que de toute façon, il ne peut pas faire autrement, il travaille la nuit, dans la pampa, et donc, effectivement, l'utilisation du véhicule est une nécessité absolue. En bas à droite de la diapo, j'ai remis une cassation constante qui prévoit que c'est pas tout le temps, à tout le monde. C'est pas l'idée n'est pas de payer du salaire en net. Hein. L'idée est de rembourser vraiment des frais qui sont nécessité par le lieu notamment de travail ou les horaires de travail et de prendre en charge, l'entreprise rembourserait les indemnités kilométriques et donc la limite d'exonération, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'on est un peu dans l'actu aussi, la limite d'exonération que le boss, donc là c'est en bas à gauche, hein, que le boss vient de préciser pour ses déplacements domicile-travail, parce que c'était déjà dit pour les déplacements travail, déplacement professionnel, c'est le barème fiscal. Et il se trouve, c'est pour ça qu'on est un peu dans l'actu, il se trouve que ce barème fiscal, vous le savez, a été revalorisé de 10%. C'est ce barème fiscal qui sert à votre déclaration de revenus 2021, mais aussi à vos remboursements de frais 2022, qui vient d'être revalorisé, qui sert de référence maximale comme étant le montant au-delà duquel, si vous remboursez des indemnités kilométriques au-delà du barème fiscal, elles ne sont plus exonérées. En tout cas, les indemnités kilométriques sont exonérées dans la limite du barème fiscal. Donc, ça vient d'être confirmé par le bulletin officiel. On s'en doutait un petit peu, mais le bulletin officiel de la sécurité sociale nous l'a confirmé dans son article, dans son paragraphe 380. Bon. Bref, à ce propos, au lieu de rebidouiller chaque fois le barème fiscal, le gouvernement il envisage d'introduire du coup une indexation automatique, un peu ce qu'il fait pour le SMIC. Vous savez, cette histoire d'indexation, on en reparlera viteuf à la fin. Cette indexation automatique est envisagée peut-être à partir de 2023. Ça éviterait chaque année hein, de pas savoir sur quelle base est revalorisé le barème fiscal. Et ça permettrait, en cas de grosse inflation, d'avoir des barèmes fiscaux qui suivent le coût de l'inflation, en gros. Euh,
Alors, chose plus fréquente, hein, parce que le premier cas, pardon, hein, enfin, c'est tant mieux si l'entreprise le fait, ça reste quand même assez hémorragique hein, en termes de dépenses. Hein. Donc, revenons à des choses plus courantes. Les choses d'abord courantes parce qu'obligatoires, c'est la prise en charge à 50% des abonnements. Abonnements, hein. Pas le ticket à l'unité, pas le ticket d'e-déplacement. Hein, ici, enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, on est dans la région toulousaine, Tisséo qui propose des tickets d'e-déplacement ça n'a qu'un cas un abonnement. Hein. Ce sont 10 tickets à l'unité sur le même ticket. Hein. Donc ça ne marche pas. Par contre, l'employeur a l'obligation de rembourser tout ce qui est abonnement hebdomadaire, mensuel, annuel, à hauteur au moins de 50%. Si je dis au moins, c'est que l'employeur peut rembourser davantage. Ça continuera, c'est des sommes qui sont exonérées de cotisations, qui doivent passer sur le bulletin, qui par contre, si elles sont remboursées par l'employeur à plus de 50%, deviennent imposables. Alors, techniquement, sur le bulletin, bon, faites gaffe, utilisez une rubrique qui exonère de cotisation mais qui assujettit à l'impôt. C'est possible. Pour ce qui concerne les temps partiels, deux petites précisions. Premièrement, le salarié à temps partiel, peu importe, j'allais dire, la répartition de son temps de travail, le boss nous dit qu'à partir du moment où il travaille au moins 50%, il va avoir une prise en charge totale hein, par l'employeur de cet abonnement. En revanche, cette prise en charge peut être, enfin, doit être proratisé, au risque de ne pas être exonéré, doit être proratisé si le temps de travail est inférieur à 50%. Et le prorata se fait en fonction du temps de travail, hein, 20 heures sur 35 par exemple. Hein. Bon. Si votre salarié a plusieurs employeurs, on peut être tenté de dire, bon ben, c'est l'autre qui paie. Non, ça ne marche pas. En fait, le salarié doit se voir, à partir du moment où il est salarié, doit se voir rembourser 50% de son abonnement, le cas échéant avec le prorata. Donc, en effet, les salariés à temps partiel qui sont multi-employeurs peuvent avoir plusieurs remboursements de leur abonnement. Donc, ils pourraient, là, pour le coup, individuellement parlant, aller au-delà de 50% de la charge du salarié. Bon, voilà, c'était une précision. Euh, du coup, pour les multi-employeurs. Bon. Autre type, alors je fais un peu catalogue de la redoute, mais bon, on a une heure et puis bon, moi j'ai ma maladie derrière, donc du coup, voilà. Autre type de remboursement. Donc, le premier, je pense quand même qu'il y a pas mal de connaissances depuis le temps que c'est en vigueur, ça va. Autre type de prise en charge que l'employeur peut mettre en place par accord collectif, c'est la prime transport. Alors là, on est toujours sur la dépense que le salarié engage dans le cadre d'un déplacement euh, avec un véhicule. Alors, véhicule, on va dire à 4 roues, hein. Ça va arriver aux autres. Et donc, tout ce qui est frais de carburant ou frais d'alimentation de véhicules, alors que ce soit électrique, hybride, etc., l'employeur peut décider par accord collectif de les prendre en charge. Et là, on est plutôt, j'allais dire, sur une prise en charge du coût partiel, parce qu'effectivement, d'abord, c'est facultatif, il faut un accord collectif. À partir du moment où il y a un accord collectif, par contre, ça devient obligatoire. Et obligatoire pour tous les salariés concernés. Mais en quoi je dis que c'est limité, c'est que ça va être partiel, c'est parce qu'en fait, ça va être exonéré uniquement dans la limite de 500 euros par an. Et encore, on a fait des grands pas. Hein. On était à 200, après on est passé à 400, puis 500, et vous allez voir que dans certains cas, on peut aller jusqu'à 600 euros par an. En tout cas, la prise en charge des frais de carburant ou alimentation euh, peut, pour l'entreprise, si elle décide de décider, enfin, si elle le négocie par accord, faire l'objet d'une prise en charge sur justificatif, etc. Il faudrait rentrer dans le détail. C'est juste pour faire un panorama là. Une prise en charge jusqu'à 500 euros par an par salarié. Et si je dis ensuite que c'est cumulable avec le forfait mobilité, c'est parce que c'est quelque chose qu'on va voir tout de suite. Le forfait mobilité durable, qu'est-ce que c'est? On va le voir tout de suite. C'est tout ce qui n'a pas 4 euros. Plus, voilà, à peu près. Par contre, pour le même trajet, on ne peut pas cumuler le remboursement qu'on vient de voir précédemment, 50% du bus, du métro, et la bagnole. Par contre, le cumul est possible sur le salarié qui prend sa bagnole pour aller au métro et qui ensuite prend le métro. Ça oui. Mais on ne peut pas pour le même trajet dire tu pars de chez toi en bus, tu as le bus devant la maison, le chanceux, et il arrive au boulot en bus devant le boulot, on ne va pas en plus lui rembourser, ça c'est pas cumulable dans ce cas-là. Donc c'est pour le même trajet où on n'a pas de cumul avec la prise en charge des frais de transport en commun. Voilà. Donc ça c'est
Une prime transport, certaines entreprises l'ont déjà fait. Hein, on est sur certaines entreprises, encore hier, j'étais sur une entreprise où on était sur 400 euros. Donc, c'est des choses qui existent parfois, corps collectif, prise en charge d'une partie des frais de carburant engagés par le salarié pour se rendre au travail. Et le fameux forfait mobilité durable. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui font de la paye depuis quelques années, il y a eu à un moment donné l'indemnité kilométrique vélo. Bon, il y a eu plein de dispositifs qui ont été remplacés par ce fameux forfait mobilité durable. C'est pour ça que je parlais de 4 roues tout à l'heure. Et là, j'aurais tendance à parler plutôt de 2 roues, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En tout cas, les modes de déplacement qui sont visés par le forfait mobilité durable, vous les avez, hein, le vélo, le covoiturage, y compris pour celui qui est passager. Voilà. Et là, on est sur des encouragements aux salariés à avoir des modes de déplacement encore plus propres, avec une allocation qui peut être versée par l'employeur et exonérée dans la limite de 600 euros par an. Sachant que donc tous ces modes de remboursement peuvent se cumuler entre eux. J'ai essayé de faire un point là sur les diapos d'après pour que vous y voyez un peu plus clair. Si j'ai un salarié qui covoiture jusqu'au métro, je dis n'importe quoi, et qui prend son métro, est-ce qu'il peut cumuler? Oui. Si j'ai un salarié qui... Alors la trottinette, il me semble qu'elle est entrée en vigueur 1er janvier 2022. Je ne veux pas dire de bêtises. La trottinette, ça avait un peu traîné, mais il me semble que pour ce qui concerne la trottinette, c'est entré en vigueur cette année. Donc, ce qui veut dire que vous avez un salarié qui prend sa trottinette dans le métro et qui ensuite fait le dernier tronçon de trajet en trottinette, il va cumuler l'abonnement au métro et le forfait mobilité durable. Et alors, pour ces cumuls, là, pour y comprendre quelque chose, prenons des exemples. Si votre salarié est abonné au transport en commun, que ça représente pour vous une dépense de 210 euros, un abonnement de 420 balles, par exemple, et que par ailleurs, le forfait mobilité durable qui le concerne représenterait 150 euros. Est-ce que ce forfait est exonéré? Alors, je vais direct à la réponse. Hein. Oui, parce qu'en fait, dans le cadre d'un cumul forfait mobilité durable et transport en commun, on a une exo jusqu'à 600 euros. 600 euros inclut l'abonnement de transport en commun, all inclusive, hein, si vous voulez, c'est comme au club. Hein. Donc, 600 euros, dont 210 euros de transport en commun, on a une marge, alors j'ai écrit marge, hein, j'écris comme je parle, on a une marge de 390 euros pour votre fameux forfait mobilité durable, donc 150 euros, il n'y a pas de souci. En revanche, vous me voyez venir, si l'abonnement de transport en commun représente déjà pour vous, je vous parle en qualité d'employeur, hein, 360 euros, et que le forfait mobilité durable qui devrait être versé représente 250 euros, est-ce que ce forfait sera exonéré? Pas en totalité. Parce qu'on a une marge une marge de manœuvre de 600 euros, dont 360 est déjà utilisé dans le cadre de l'abonnement au transport en commun. Il ne vous resterait que 240 euros pour le forfait mobilité durable, ce qui veut dire que si vous versez 250 euros, vous aurez 10 euros assujettis. Bon, voilà, c'est un exemple, c'est sa valeur d'exemple. Hein. Pour ce qui concerne le cumul du forfait mobilité durable avec le carburant, oui, parce que je n'ai pas assez précisé, je devrais revenir en arrière, j'ai été trop rapide. Dans la prime transport tout à l'heure, pour ce qui concernait les 500 euros, pour faire une différence entre les transports individuels, les véhicules avec carburant fossile, on va faire simple, ou électrique, ou hybride, le législateur a décidé de n'exonérer que dans la limite de 200 euros le carburant. Alors que les frais d'alimentation électrique, si tant est que le salarié a un véhicule que électrique, vont être exonérés jusqu'à 500 euros. Donc, quand vous versez une prime de transport, si le salarié n'est équipé que d'un véhicule avec du carburant essence classique, vous n'allez pouvoir ne lui verser que 200 euros. C'est pour ça que je reviens maintenant avec mon exemple de 200 euros. Vous avez un salarié qui engage des dépenses de frais de carburant, vous avez mis en place votre prime transport. Nécessairement, c'est limité à 200 euros en exonération. Vous lui versez par ailleurs le forfait mobilité durable 220 euros. Est-ce que c'est exonéré? Oui, parce que là, vous avez effectivement, dans ce cadre de cumul-là, vous n'avez pas le droit, vous reviendrez sur les diapos précédentes, on vous enverra le slide, vous n'avez pas le droit d'aller jusqu'à 600, mais seulement jusqu'à 500. Quand on est sur un cumul prime transport, forfait mobilité durable, c'est 500. Quand on est sur un cumul transport en commun, forfait mobilité durable, ça peut aller jusqu'à 600.
Donc, 500 euros, dont 200 utilisés pour le carburant, vous avez 300 euros, le forfait est exonéré. Oui, parce qu'on est en dessous. Et là, évidemment, j'ai pris un autre cas où ce n'est pas le cas. Vous avez un salarié qui a des frais de carburant, qui a des frais d'alimentation électrique, et à qui, par ailleurs, compte tenu euh, de ses dépenses, il rentre dans le cadre du forfait mobilité durable. Ce montant devrait représenter 340 euros. Est-ce que ce montant sera exonéré? Ben non, parce que vous avez 500 euros de dispo, simple. Vous avez 200 euros qui ont déjà été utilisés pour les frais de carburant, 180 pour les frais d'alimentation électrique. Là, les deux, on est sur la prime transport. Hein. Et pour ce qui concerne ce qu'il reste de dispo pour le forfait mobilité durable dans son ensemble, ben c'est 500 moins 200 moins 180, vous n'auriez que 120 euros de dispo, on va faire un cours, et donc si vous versez 340, il y en aura nécessairement 220 qui vont être assujettis. Voilà, voilà. Donc bref, je ne sais pas si... Alors ça peut paraître un peu compliqué, j'ai pourtant essayé de prendre des exemples. Ça ne concerne pas tout le monde, c'est pour ça que je vais hyper vite. Simplement, ça fait partie actuellement des sujets sensibles. Donc, vous pouvez avoir des... c'est pour ça que je mets ça dans l'actu, parce qu'il y a cette raison aussi, vous pouvez avoir des revendications. Et donc, sachez ce qui existe. Sachez ce qui existe à votre disposition. Donc, accord collectif, toujours. Égalité de traitement, évidemment, quand les situations des salariés sont dans des situations identiques. Et voilà, voilà ce qui existe. Et pourquoi aussi j'ai pensé à en parler, c'est parce que justement, un décret est paru, on ne s'était pas revu depuis, un décret est paru en décembre pour la mise en place du ticket carburant, enfin du titre, j'appelle ça un ticket carburant, c'est pas joli, le titre mobilité, c'est-à-dire que pour procéder au paiement de ces allocations, vous pouvez tout à fait, au lieu de verser un euro, euh, donner aux salariés un titre mobilité. C'est comme les titres restaurants, c'est pour ça que je vous disais que ça avait un rapport avec la première diapo. C'est comme des titres restaurants que le salarié va utiliser, soit pour louer des transports, des véhicules à location, hein, donc là on est dans le forfait mobilité durable, des vélos électriques, enfin voilà, ou alors payer les transports en commun, voilà. Et donc on est sur le modèle des titres restaurants avec un montant mais qui peut être de 500, 600, selon le, le cas de cumul, etc. Et puis les montants surtout que vous avez négociés par accord. Bon, je vais hyper vite. Si ça ne vous concerne pas, pardon. Et donc, je continue sur l'actu, mais voilà, c'était pour que vous ayez un panorama de ce qui existe, parce que c'est vrai qu'on est en ce moment quand même sur des sujets un peu sensibles. Alors, parlant de sujets sensibles, c'est bien quand on bosse d'être payé quand même. Et c'est bien quand on est payé que ce soit celui qui a bossé qui est payé. En fait, ce qui se passe, c'est que, alors c'est principalement pour protéger les femmes, hein, en tout cas la loi a été faite dans ce sens-là. Euh, c'est dans le cadre de l'égalité professionnelle, donc voilà. Alors on a un peu de temps, mais assurez-vous d'ici la fin de l'année que le RIB de vos salariés est S ou EES, hein, ça me fout en fait, que le RIB de votre salarié est bien un RIB sur lequel il y a son nom et prénom, en tout cas un RIB sur lequel il apparaît. Vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus avoir un versement de salaire considéré comme libératoire, hein, si le compte sur lequel vous versez le salaire n'est pas un compte au nom du salarié. Voilà. Vous me voyez venir, c'est parce qu'effectivement, il y avait des encaissements de salaire sur des comptes du conjoint au sens indéterminé du terme, hein, et le salarié lui-même qui avait travaillé n'ayant aucun moyen d'accéder à son salaire. Donc, le législateur veut s'assurer que la personne qui a travaillé puisse accéder aux sommes qu'elle a gagnées. Voilà, donc le salarié ne peut plus désigner un tiers pour recevoir son salaire, il doit nécessairement remettre un RIB avec son nom. Voilà, donc juste, je passe rapidement, vous avez un peu de temps. La plupart du temps, c'est le cas. Simplement, on ne le vérifie pas nécessairement. Donc, sachez que vous allez devoir le vérifier parce que vous risquez de ne pas
de devoir verser 2 fois le salaire, c'est dommage. De ne pas être considéré comme avoir versé le salaire au bon titulaire, hein. Voilà, voilà. Alors, le bulletin, il y avait longtemps qu'on ne nous l'avait pas changé. Je crois que c'était 2019 la dernière fois, parce qu'en fait, on nous avait mis en place le prélèvement à la source. Et depuis, ça n'avait pas trop bougé. Bon, ben voilà, ça y est, ils nous ont bougé le bas de bulletin. Ça, c'est que le bas de bulletin, c'est au niveau des mentions qui ont bougé. Alors déjà, pour info, vous aurez plus le salaire net à payer avant impôt écrit en 4 par 5. Hein, ils ont supprimé cette obligation d'écrire en une fois et demie plus gros que le reste du bulletin le net à payer avant impôt. Le traumatisme du prélèvement à la source est passé visiblement. Donc ça, c'est redevenu dans un format normal. Net à payer avant impôt est écrit dans la même taille que le net à payer normal, qu'il fallait chercher des fois. Euh, par contre, ils nous ont, effectivement, sont apparus des nouvelles mentions, et j'ai mis l'accent sur une notamment qui nous pose énormément de problèmes intellectuels d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. Je pense qu'on pense tous qu'il y a une erreur, mais bon, je ne peux pas le dire parce qu'on l'a remonté, mais apparemment ça passe pas. Bref, en tout cas, il y a une info qui apparaît, qui est une info de com, on va dire, au même titre que vous avez eu cette info que vous avez sur la deuxième ligne là à l'écran. L'info qui, lorsque les cotisations d'assurance chômage salariale et d'assurance maladie salariale avaient été supprimées, on nous a dit, regardez combien vous avez gagné en plus grâce à la suppression de ces cotisations-là. Com. Ben là, vous avez une infocom aussi qui vous dit, regardez, grâce aux heures sup complémentaires exonérées, voilà sur combien vous n'allez pas payer d'impôts. Donc en fait, la ligne montant net des heures complémentaires et supplémentaires exonérées, c'est un montant qui fait apparaître le montant sur lequel le salarié ne paie pas d'impôts. Alors, ce n'est pas le montant brut, parce que celui-là, il le connaît, le salarié, il l'a en haut de son bulletin. Ce n'est pas le montant net, parce que alors là, ça devient compliqué pour le retrouver. C'est une espèce de montant brut, déduction faite de la CSG déductible. Et c'est là où techniquement, en réalité, c'est pas bon. Hein. Bon, fermons la parenthèse. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de faire apparaître aux yeux du salarié l'économie qu'il fait vis-à-vis des impôts grâce à la défiscalisation des heures sup. Bon, il n'y a pas que ça qui a bougé. Moi, je mets le zoom sur ça. Il y a toute notre des colonnes de cumul qui sont apparues, le net imposable qui n'était pas nécessairement obligatoire, qui le devient. Enfin bon, bref. Euh, je passe, hein, c'est pas, voilà, les bulletins vont être mis en conformité, si ce n'est pas déjà le cas, ils vont l'être. Les développeurs, les pauvres, au bout d'un moment, perdent le nord. On est sur un décret qui est paru, je crois, de mémoire, entre Noël et le 1er de l'an. Hein, bon, voilà. Voilà, bon, bref. Le montant du net, alors vous avez vu, il apparaît le montant du net imposable. Alors pour info, ce montant du net imposable qui apparaît sur le bulletin, c'est le net imposable sans les heures supplémentaires. Bah oui, ça c'est bien hein, d'ailleurs. Hein, le net imposable est un net imposable sans heures sup, puisque les heures sup par nature ne sont pas imposables. Et ça apparaît sur le bulletin. Par contre, vous, au niveau de la DSN, alors ceux qui sont en paye, hein, au niveau de la DSN, votre net imposable, là, ce qu'on appelle la rémunération nette fiscale, elle inclut les heures sup. On n'a trop rien compris quand c'est apparu, ce truc-là. Bon, c'est encore comme ça, donc ne confondez pas la rémunération nette fiscale et le net imposable qui apparaît sur le bulletin, c'est pas la même chose. L'une inclut les heures sup, l'autre ne les inclut pas. C'est bien plus juste de ne pas les inclure d'ailleurs. Donc, ce qui apparaît sur le bulletin pour le salarié, c'est bien le net imposable sans les heures supplémentaires. Bon. Je passe, là aussi, on est sur du formalisme, vous n'y pouvez rien, donc on ne va pas refaire l'histoire. Et, j'allais dire, pour finir sur l'actu, pas tout à fait d'ailleurs, point, sans doute de nouveau, on va être content pour. Je vais refaire un atelier sur. Je vais refaire une web actu sur le SMIC, tiens, en 2022. Je vais reprendre la même que 2021 et hop, avec le nouveau chiffre. On aura sans doute une augmentation du SMIC. Quand on voit j'allais dire la gueule, pardon. Hein. Quand on voit le taux d'inflation galopant, on se dit qu'effectivement, d'ici peu, on devrait avoir sur un mois donné une inflation supérieure à 2%. Donc, pour ceux qui avaient suivi la web actu précédente, passionnante et pas technique du tout, souvenez-vous, lorsque le SMIC, lorsque l'inflation est constatée par l'INSEE à un taux de 2% de plus entre un mois et le mois suivant, alors vous avez une indexation automatique du SMIC qui intervient.
Et donc, d'ici le mois de juin, en tout cas, Bruno Le Maire l'a confirmé l'autre jour à l'antenne, d'ici le mois de juin, il semblerait qu'on ait une augmentation du SMIC qui interviendra. On est ravis pour nos payes, hein, nos réductions FION, nos cotisations d'allocation familiale, maladie, toutes nos références au SMIC. Voilà, comme ça nous occupe. Mais tant mieux, tant pis, on ne va pas se plaindre nous, alors qu'effectivement, le salaire, du coup, suit l'inflation. Bon, donc, pour info, à suivre, mais ça va pas traîner. Et enfin, et là, c'est sur ça que je vais terminer, du coup, l'actu. Je sais pas, au niveau du timing, je ne sais plus trop où j'en suis, c'est pas trop mal. L'actu, c'est parce qu'alors, encore, cette histoire de. Donc, j'évite le thème du Covid, hein, vous avez noté, j'essaie de l'éviter au maximum, mais là, il nous poursuit, parce qu'en fait, on nous a donné des précisions, des questions-réponses, hein, et j'ai décidé de parler plus particulièrement de l'activité partielle dans le cadre de la garde d'enfants. Alors, a été maintenue l'allocation versée à l'employeur à hauteur de 70% du salaire brut du salarié. Euh, donc, évidemment, quel que soit le secteur d'activité, hein, le parent n'y peut rien s'il travaille dans la métallurgie ou dans la boulangerie. Hein, voilà. Et donc, on n'est pas sur de l'activité partielle liée à l'activité. On est sur de l'activité partielle dans le cadre de la garde d'enfants. Donc, pour ce qui concerne les cas dans lesquels le salarié va pouvoir être en activité partielle pour garder son enfant. Déjà, il y a une précision qui a été faite, c'est que l'impossibilité. Alors, déjà, il faut que le salarié ne puisse pas télétravailler. Parce qu'il est évident qu'on peut télétravailler avec un enfant. Donc, votre salarié qui ne peut pas être en situation de télétravail et qui doit garder son enfant peut bénéficier, en tout cas, vous devez demander de l'activité partielle. On va voir les cas dans lesquels. Le seul cas dans lequel ce n'est pas de l'activité partielle, c'est la maladie, c'est quand l'enfant est Covid. Dans les autres cas, on va les revoir, hein, vous pouvez demander de l'activité partielle s'il ne peut pas télétravailler, sachant que l'impossibilité de télétravailler a été précisée et que désormais, l'impossibilité de télétravailler peut découler du nombre d'enfants à garder, de l'âge de l'enfant ou bien des conditions de logement. Je la fais courte, hein. Si vous avez 4 enfants dont l'école est fermée, on va y revenir, qui ont 2 ans, parce que vous avez eu des quadruplés, et que vous habitez un studio, ce qui ne se peut pas, hein, mais voilà, ça se complique pour travailler. Et donc, effectivement, là, l'activité partielle peut être justifiée, hein, puisque le salarié va pouvoir justifier qu'il ne peut pas télétravailler. Bon. Venons-en aux situations qui vont entraîner la possibilité pour l'employeur de demander de l'activité partielle pour garde d'enfants. Il n'y en a pas 50 000. Hein. Il n'y a plus l'interdiction de brassage dans les écoles, etc. Il y a la fermeture de la classe ou de l'établissement. OK. L'enfant cas contact, mais qui serait immunodéprimé. OK. Et enfin, l'enfant qui est gardé par une assistante maternelle, elle-même ou un assistant maternel, elle ou lui-même positif à la Covid. Bon, je la fais courte. Hein. Vous avez sur l'écran l'extrait du feuillet rapide social qui est beaucoup plus explicite que ce que je fais. Par contre, attention, à droite, vous avez les documents que vous devez conserver impérativement en cas de contrôle. Et donc, les documents que vous devez demander aux salariés, en plus de ce qui est en bas, qui est important, en plus de l'attestation sur l'honneur, qu'il est le seul à pouvoir garder l'enfant, que l'autre parent, s'il existe, ne peut pas télétravailler lui-même. Voilà. Donc, vous devez conserver l'attestation sur l'honneur plus les documents qui sont indiqués. Je ne vais pas les passer les uns après les autres, c'est hyper pénible. Voilà. Mais en cas de contrôle, parce que vous êtes sur des indemnités versées aux salariés, mais surtout sur des allocations qui vont vous être versées par l'État. Et donc, vous savez, ça a déjà démarré d'ailleurs les contrôles qu'il a pu y avoir et qu'il y aura encore sur les allocations d'indemnités d'activité partielle. Voilà. Les cas dans lesquels, je les remets ici, c'est tout petit, c'est pas fait pour le lire maintenant. Je vous ai mis un extrait du guide permanent paye, des cas dans lesquels le salarié ne peut plus être mis en situation d'activité partielle. Situation qui auparavant pouvait ouvrir, dans certains cas, droit à l'activité partielle. Voilà, donc je passe, on ne se roule pas par terre de passion à regarder ça, mais je rappelle les cas dans lesquels oui, et les cas dans lesquels non, et les cas dans lesquels oui, attention, justificatif.
parce qu'ils vous seront demandés en cas de contrôle, donc autant que vous les ayez, euh, les absences médicales. Alors, on va essayer d'aller vraiment, on est sur une web actu paye, donc on va aller dans le traitement sur le bulletin de salaire. Il y a sans doute des choses que je ne vais pas aborder, évidemment, parce que normalement, c'est une journée à peu près de formation. Donc, on va essayer de faire un panorama rapide des absences médicales. Déjà, et pourquoi ça aussi, je le rappelle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu nouveau qui va arriver là. Quelles sont les obligations du salarié malade? Vous les connaissez. Vous les connaissez. Je vais les rappeler. C'est en gros, il faut qu'il vous dise qu'il est malade, mais surtout qu'il vous le justifie, même si c'est un arrêt d'un jour. Hein. Donc, d'abord, il faut qu'il vous prévienne. Et puis, il faut qu'il vous justifie, même si c'est un arrêt d'un jour, 2 jours, 3 jours, la question d'un arrêt de travail pour raison médicale avec cette histoire de oui, à moins de 3 jours, j'ai pas besoin de donner un arrêt. Non, à moins de 3 jours, tu as besoin de donner un arrêt, sinon tu n'es pas là. T'es pas là. Pas de bras, pas de chocolat. Donc en fait, si tu es vraiment en arrêt pour raison médicale, on doit avoir au moins un arrêt ou un certificat médical du médecin, voilà. Sinon, on n'est pas sur un arrêt pour raison médicale. Donc, le délai d'envoi, alors on est toujours sur les fameuses 48 heures. Dans le Code du travail, rien n'est écrit sur les 48 heures. Hein. C'est dans le Code de la sécurité sociale que c'est écrit et c'est surtout dans vos règlements intérieurs. En pratique, on respecte en principe les 48 heures d'envoi du justificatif, mais sachez que rien n'est écrit dans le Code du travail relatif à cette durée-là d'envoi du justificatif. Bon, je passe sur tout le reste, sauf sur quelque chose, hein, qui est la visite médicale de reprise. Lorsque vous avez un arrêt de travail de plus de 30 jours, vous savez que vous devez faire passer une visite médicale de reprise, donc notamment les maternités. Pour ce qui concerne la maternité, l'accident du travail, etc., ça reste comme ça. Par contre, à partir, pour tous les arrêts après le 31 mars, sachez que la durée de l'arrêt initial est portée à 60 jours pour initier une visite médicale de reprise, proprement parler. Donc, pour tous les arrêts de 40 jours, après le 1er avril 2022, vous n'avez pas nécessairement de visite médicale de reprise. Ce ne sont que pour les arrêts de plus de 60 jours que vous allez devoir, au retour du salarié, prévoir dans les 8 jours de la reprise une visite médicale de reprise. Donc, on est sur un décret qui est sorti il n'y a pas super longtemps, hein, le 16 mars. Donc, effectivement, voilà, sachez-le. Je ne sais pas si ça vous avait échappé, mais bon, bref. Bon, je ne rentre pas dans le détail sur ça parce qu'il y a tout un autre arsenal de prévisites. Bon, ce n'est pas le sujet. Nous, on va vraiment s'intéresser à la paye. Sans compter qu'en plus, c'est davantage mon expertise la paye que la gestion administrative des arrêts. Mais sachez que pour ce qui concerne cette nouveauté, bah, du coup, on est pile poil dans le thème. Voilà. Bon, votre salarié est malade. Comment ça se passe? Alors, si j'ai besoin de le rappeler, je vais faire un petit dessin. Il y a l'indemnisation légale qui ne s'applique en principe pas forcément à vous, puisque vous avez des indemnisations conventionnelles, souvent plus favorables. Pas nécessairement, mais voilà. Vous devez comparer les deux d'ailleurs, entre l'indemnisation légale et l'indemnisation complémentaire, enfin conventionnelle. Bon. En tout cas, le schéma légal, c'est toujours bon de le rappeler. Vous avez, tout le monde le sait, pourquoi j'ai mis J à J+4, parce que les 3 premiers jours, la sécurité sociale va appliquer une carence. On est toujours, en termes de droit maladie, en calendaire. Pardon, hein, c'est-à-dire que si vous, vos absences, vous les gérez en jour ouvré, votre salarié est absent une semaine, vous enlevez 5 jours, ok, c'est votre gestion de la paye, mais les droits du salarié, que ce soit vis-à-vis de la Sécu ou vis-à-vis des textes qui lui sont applicables en matière conventionnelle, les droits du salarié seront des droits qui seront exprimés en jours, sous-entendu calendaire. Donc c'est parfois ça qui est un peu difficile à comprendre. Mais bon, en tout cas, vis-à-vis de la Sécu, c'est une évidence, c'est des jours calendaires. Donc le salarié tombe malade le samedi. La Sécu va l'indemniser à compter du mardi. Samedi, dimanche, lundi, carence. Qu'est-ce qui se passe à partir du mardi dans mon exemple? La Sécu va verser des indemnités journalières. Je passe hyper vite, hein, parce que je pense que vous savez. Les indemnités journalières, on va y revenir 2 secondes tout à l'heure, se calculent pour un salarié mensualisé sur la somme des salaires en cas de maladie. Alors là aussi, j'ai fait du tri. Hein.
pas pris la maternité, l'accident du travail, encore au moins le temps partiel thérapeutique, sinon voilà, on passe la journée. Bon. Donc, en cas de maladie, la sécurité sociale va verser des indemnités journalières qui représentent 50% de la moyenne des salaires des 3 derniers mois civils. On va revenir sur ce calcul-là. Je vous ai mis un petit exemple en haut. Donc, le salarié est malade une semaine, la Sécu va verser 4 jours d'IJ, elle va indemniser le mardi, mercredi, jeudi. Alors, supposons mon exemple de tout à l'heure. Il tombe malade le samedi, il est arrêté jusqu'au vendredi suivant. Vous allez avoir donc une indemnisation de la Sécu qui va démarrer le mardi, parce que samedi, dimanche, lundi, carence. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 4 jours. 4 jours d'IJ calculés sur la base des salaires moyens des 3 derniers mois. Le montant de l'IJ que la Sécu va calculer, c'est celle que j'ai indiquée ici, ce sont des IJ brutes. On verra ensuite la notion d'IJ net qui va être réellement versée soit au salarié, soit à vous-même. Pendant ce temps-là, votre salarié est malade une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Ben, si vous êtes dans le régime légal, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il est malade. C'est son problème. C'est-à-dire, vous avez 7 jours de carence. Ce n'est qu'au 8e jour, calendaire toujours, que votre indemnisation devrait intervenir. Il est évident dans mon exemple que si pour le salarié, le 8e jour tombe un samedi, et que vous, les absences, vous les retenez un jour ouvré, on revient sur le problème du départ, où finalement, le samedi et le dimanche ne lui aura pas été retenu, et donc, dans ce cas-là, régime légal, l'indemnisation que vous lui devez démarrerait le samedi si vous reteniez l'absence en calendaire, mais ne démarrera effectivement que le lundi si vous raisonnez un jour ouvré, puisque les absences que vous n'avez pas levées, vous n'allez quand même pas les lui indemniser. Donc, c'est parallélisme des formes. J'enlève l'absence en calendaire, j'indemnise en calendaire. J'enlève l'absence en jour ouvré, j'indemnise un jour ouvré. Certes, à partir du samedi matin de la 2e semaine, mon indemnisation devrait démarrer. Si moi, je n'ai pas enlevé du salaire ni pour le samedi ni pour le dimanche, je ne vais pas compléter. Bon. Bref, régime légal, en tout cas, il y a 7 jours de carence. C'est quand même assez pénalisant par rapport à ce que vous pouvez connaître dans vos entreprises, mais c'est un régime qui existe et qui parfois s'applique même au niveau conventionnel. Sachant que non seulement il y a 7 jours de carence, mais à partir du 8e jour calendaire, l'indemnisation n'atteint pas 100% du salaire, mais 90%. Et encore, ça dépend de l'ancienneté du salarié. Ces 90% de droits à salaire pour le salarié, ces 90% vont se durer plus ou moins longtemps selon son ancienneté. Alors, je ne suis pas rentrée dans le détail ici, mais je vous ai mis un tableau en suivant. Si votre salarié alors déjà, il faut qu'il ait 1 an de boîte. Ça fasse 1 an qu'il soit chez vous. S'il a au moins 1 an d'ancienneté et moins de 6 ans d'ancienneté, ça ne va durer que 30 jours. Au-delà, il va avoir une diminution de son niveau d'indemnisation qui va passer à 2/3. Et ça pendant de nouveau 30 jours. Si votre salarié a une ancienneté plus longue, ça fait 7 ans par exemple qu'il est chez vous, cette durée de 30 jours est augmentée de 10 jours tous les 5 ans d'ancienneté. En gros, plus tu es là depuis longtemps, plus longtemps tu es à 90% et plus longtemps tu es indemnisé par mois. Bon, je passe vite, mais sachez que quand on dit 90%, c'est tout compris. Employeur, et là-dedans, il y a la Sécu aussi. C'est pas 90% plus la Sécu, sinon on arrive à 140. Donc c'est 90% tout compris. Et si je le dis, c'est parce qu'on en aura besoin tout à l'heure pour voir comment ça se passe sur le bulletin. Pour ce qui concerne la maladie, je reviens sur le cas qu'on vient de voir il y a 30 secondes. Faites la somme des salaires des 3 derniers mois. Vous divisez par le nombre de jours calendaires qu'il y a en moyenne sur 3 mois. Donc 365 divisé par 12, multiplié par 3, ça fait 91,25 jours calendaires. Et le niveau d'indemnisation en maladie par la Sécu est de 50%. Donc la valeur journalière, ce que maintenant ils n'appellent plus le salaire journalier de référence, mais le revenu d'activité. Bon, bref. L'indemnisation journalière que va verser la Sécu, c'est 50% de ce salaire en brut. Et on verra tout à l'heure en net, elle précompte 6,7% de CSG-CRDS. Donc ça, c'est l'exemple que j'avais pris il y a 10 secondes. Juste, je vous ai mis un autre exemple. C'est un salarié qui a un salaire un peu plus élevé. Sachez que la sécurité sociale plafonne le montant de ses indemnités journalières à un niveau de 1,8 fois le SMIC. Donc, 1,8 fois le SMIC, je prends ma calculatrice parce que je vérifie, mais on est bien sur 2885,67 €. C'est-à-dire que si le salarié, sur un des 3 mois ou les 3 mois, a eu un salaire supérieur à ce montant-là, l'indemnisation de la Sécu ne va prendre en référence que
le salaire dans la limite de 1,8 fois le SMIC. C'est ce qui amène la Sécu à pouvoir fixer pour les salariés qui ont des salaires toujours supérieurs à ce montant-là, un montant maximum d'IGSS journalière, puisque pour certains salariés, vous allez être à 2 885,67 € fois 3 mois, divisé par 91,25 fois 50%. Bon. Je passe. En tout cas, ça c'est pour savoir ce que la sécurité sociale verse, parce que nous, on en a besoin pour savoir qu'est-ce qu'on doit compléter. Ça, c'est le fameux tableau qui vous dit, alors il est insupportable, bon, il est extrait de la revue fiduciaire, il est très bien fait, mais il est très flou, pardon. C'est le tableau qui rappelle le régime légal, mais nous, on va essayer de s'intéresser à un régime qui se rapproche peut-être un peu plus de ce que vous pratiquez. J'ai pris la métallurgie, parce qu'il se trouve qu'on a tous, et que bon, voilà, c'est le bon temps, beaucoup de boîtes à la métallurgie au bureau d'études techniques. Donc j'ai pris métallurgie, j'aurais pu prendre autre chose. Vous voyez ici qu'on est sur des niveaux d'indemnisation déjà plus élevés. On n'est pas à 90%, mais à 100%. On est sur des durées souvent plus longues. Et donc, on va voir comment ça se passe. Pour reprendre le même schéma, la Sécu, elle, que vous soyez métallurgie, régime légal et tout, elle s'en fout. Hein. On est bien d'accord, elle va verser toujours pareil. Hein. Okay, donc, la Sécu, c'est toujours 3 jours calendaire de carence. Par contre, vous, hop, ici, c'est pas au 8e jour que ça va démarrer, c'est le premier jour. Parce que certaines conventions collectives ne pratiquent pas de carence. Et ce n'est pas 90% l'histoire, c'est 100%. Et dans le 100%, vous avez les IJ de la Sécu. Et ça va durer plus ou moins longtemps selon l'ancienneté du salarié. Là aussi, si le salarié a moins de 6 ans d'ancienneté, c'est 45 jours, et puis ses durées sont augmentées, etc., etc. Bon, je passe. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est que tout ça commence à se mettre en musique sur le bulletin. Mais sur le bulletin, reprenons mon mec à 2 000 € avec mes IJ pour une semaine. Ben, lui, il aura, 2 000 €. Vous enlevez l'absence. Alors là, j'ai fait simple, hein, j'ai enlevé l'absence en calendaire. Hein. Donc, j'ai fait 2 000 € divisé par 30, hein, multiplié par 7. Oui, parce qu'il est absent 7 jours. Sauf que, comme il dépend de la convention collective de la métallurgie, il est à 100% à compter du premier jour. Bien heureux. Donc, vous lui rendez le salaire, mais sachez que là-dedans, il y a quand même une partie qui n'est pas payée par vous. Donc, on ne va pas payer en salaire tout. Donc, la partie qui est payée par la Sécu vient en diminution du brut, vient en diminution du salaire, parce que ce n'est justement pas du salaire, ce sont des indemnités. Et donc, elles n'ont pas à être assujetties aux cotisations, en tout cas pas sur le bulletin. Donc, vous enlevez les indemnités journalières perçues sur la même période, et ça va vous donner un salaire brut. Et si vous êtes subrogé, à la limite, vous ne seriez pas subrogé, c'est juste la dernière ligne qui change. Si vous êtes subrogé, vous reversez aux salariés les indemnités journalières que vous avez touchées vous-même, employeur, à la place du salarié, par subrogation. Vous êtes subrogé dans les droits du salarié. La subrogation en tant que telle, ce n'est pas le maintien de salaire. Hein. Le haut du bulletin est identique qu'on soit en subrogation ou sans subrogation. Il y a souvent une confusion sur ça, ça m'agace d'ailleurs. On dit souvent, oui, je fais la subrogation pour dire je fais le maintien de salaire. Pas du tout. Je fais le maintien de salaire et après, les IJ, soit c'est le salarié qui les touche, soit c'est moi, et soit elles passent en bas du bulletin, soit elles n'y passent pas, puis c'est tout. Enfin, je veux dire, la subrogation, c'est une boîte à lettres. Hein. Donc, il n'y a rien de complexe à la subrogation, si ce n'est le temps qu'on y passe. Pardon. Donc, du coup, voilà, clac, clac. Sauf que, là où je voulais en venir, j'accélère pour avoir le temps de répondre à vos questions. Votre salarié, là, s'il avait pété le feu, s'il n'avait pas été malade, s'il avait été bien portant, il aurait eu 2 000 €. Et puis, si on part d'une hypothèse de cotise à 22%, il aurait eu 2 000 € moins 22%. Et il aurait eu 1 560 € net. Alors, il est plutôt content d'être malade, finalement. Parce qu'en fait, il a mis 580. Vous voyez bien, il a plus en maladie que le truc. Sauf que la convention collective, j'y reviens dessus. Pardon. Ici, là, vous avez une mention maxi rémunération nette. Et oui. Et si la convention collective ne le prévoit pas, de toute façon, la Cour de cassation le prévoit. Le salarié malade ne peut pas toucher un salaire net supérieur au salaire net qu'il aurait eu s'il avait été au travail. Donc, le maximum du salaire que le salarié doit toucher, c'est le salaire net habituel. D'où vient l'écart? Je reviens sur la diapo de maladie. En fait, les IJ, je vous l'ai mis en commentaire, hein, les IJ, on l'a vu tout à l'heure, hein, rapidos, entre les IJ brutes que vous avez enlevées, pardon, j'enlève le commentaire parce que comme ça vous évite en même temps de lire, pardon. Hein. Les IJ brutes, 131 € que vous enlevez du brut, vous les compensez par des IJ nettes, soit vous, sur le bulletin, soit le salarié, sur son compte bancaire.
Entre ce que vous enlevez en haut et ce que vous donnez en bas, il y a 6,7% de prélèvement. Et entre ce que vous donnez en salaire et ce que vous donnez en salaire brut et en salaire net, il y a 22%. Notez quand même qu'au passage, on gagne quand même vachement d'économies de cotisation sur les IJ. Et c'est justement, et je remets mon pavé, horrible, c'est justement l'économie, c'est moche ce que je dis, mais c'est justement l'économie de cotisation, le différentiel de taux entre le salaire et les IJ, qui font que quand on maintient 100% du salaire, ben forcément, si vous mélangez des carottes avec des navets, ça fait n'importe quoi, en fait. Voilà. Le salaire va être assujetti à 22%, les IJ juste à 6,7%. Résultat des courses, le salarié sur les IJ à 131 €, il va gagner 15,3% de cotisation. Et c'est notre fameux écart. Si vous faites 15,3%, c'est-à-dire 22% de charges sur un salaire et 6,7% sur des IJ, si vous faites 15,3% de charges sur des IJ, sur le montant des IJ, vous trouvez 20,12 €. T'as qu'à attendre. Le fameux 20,12 € qui est notre écart sur le net. Bon, c'est très logique, c'est mathématique, il n'y a rien de sorcier, hein. C'est pas fait de la sorcellerie. Donc, l'explication du je gagne trop quand je suis en maladie vient du fait que les IJ ne sont pas assujettis au même taux que le salaire. Et donc, pour s'en sortir de cette histoire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met une ligne de régule net à laquelle personne ne comprend rien, bien d'accord, qui se calcule toute seule par le logiciel, calcul à l'envers, net rétabli, machin, tout ça, machin. Bon, on va essayer de la capter, la ligne. On va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Ici, en réalité, vous avez une ligne que j'ai mis en rouge qui vient à moins du moins. C'est-à-dire, c'est une ligne qui vient encore enlever du salaire aux IJ. Et en fait, en gros, ce que vous êtes en train d'enlever, c'est les charges sociales sur les IJ que vous n'avez pas prélevées. Voilà. Et donc, concrètement, si on voulait essayer de l'expliquer simplement, vous prenez vos IJ nettes, 122, vous regardez combien il y aurait eu de charges si ça avait été du salaire, 22%. Vous faites un calcul à l'envers de ce montant-là et ça va vous donner les IJ brutes théoriques. Les brutes théoriques, c'est pas 132. La différence entre le net et le brut, il y a 22% d'écart. Ben, les brutes théoriques, c'est 157. Je ne mets pas les virgules. Hein. Sauf que moi, j'ai enlevé 131. Mais parce que c'est la Sécu qui a calculé 131. Eh bien, j'ai le droit de déduire de mon complément de salaire les cotisations. Alors, c'est pas joli, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais en fait, en gros, c'est ce qu'on fait. Les cotisations non prélevées par la Sécu sur les IJSS. Voilà comment, en fait, on retrouve le fameux montant de régule au net. Hein, donc, vous prenez vos IJ nettes, vous les rebrutalisez, hein, pardon d'utiliser ce terme, vous les recalculez en brut, et l'écart entre ce que vous avez de vrais IJ brut et les IJ brutes théoriques, ça vous donne votre régule au net. Voilà, là aussi, c'est pas de la sorcellerie, c'est mathématique. Bon, voilà. Bref, donc voilà pourquoi vous avez cette fameuse ligne. Ça, tout le monde le sait. Vous allez me dire, on le savait, c'est pour éviter que le salarié gagne plus quand il est malade, etc. En tout cas, si ça peut faire des quelques éclaircissements, tant mieux. Si vous le saviez, tant mieux aussi. Et du coup, votre salarié qui est malade, il arrive parfois que, au bout d'un moment, le salarié passe à ce qu'on appelle en prévoyance. Alors, on est tous très contents de faire des dossiers. En tout cas, le truc, c'est que il se peut qu'au bout d'un certain nombre de jours de maladie, le complément de salaire ne se fasse plus par l'employeur, mais se fasse par un organisme de prévoyance. Exemple, ici, j'ai pris bureau d'études techniques. Vous avez ici une prévoyance qui prend le relais à partir du 91e jour d'arrêt. Et vous avez un niveau, alors je passe vite, vous retrouverez les diapos, hein, vous avez un niveau d'indemnité versé par la prévoyance, ce qu'on appelle les IJ de prévoyance, qui ici représente 80% du salaire brut du salarié. C'est un exemple, c'est juste pour que vous voyez à quoi je fais référence. Où je veux en venir, c'est que lorsque les IJ de prévoyance sont versés par l'organisme assureur, ces IJ, elles vont arriver en comptabilité. Vous avez peut-être déjà maintenu le salaire par avance, vous avez fait l'avance. Il faudra sans doute faire un retraitement en paye qui va être comme suit. Les indemnités de prévoyance sont soumises à cotisation uniquement pour la fraction de cotisation
patronale qui finance le contrat. Je reprends en français, pardon, j'efface. Vous avez une prévoyance, c'est pas cadeau. L'organisme de prévoyance, il n'est pas philanthrope, il vous fait payer des cotises. Tous les mois, vous avez sur le bulletin des cotises. Soit c'est l'employeur qui paie la cotise, et dans ce cas-là, vos IJ de prévoyance, quand vous les touchez, vous les encaissez, puis c'est tout. Si vous avez maintenu le salaire, on n'en parle plus. Par contre, si cette cotisation qui finance cette assurance-là est payée par l'employeur, mais aussi par le salarié, conjointement, alors vous avez une répartition. Par exemple, 60-40. 60% payé par l'employeur, 40% payé par le salarié, finançant le régime. Le moment venu, quand vous avez la prestation, il n'y aura que 60% qui vont faire l'objet de cotisations. En fait, si vous touchez 150 € de l'organisme, vous allez en mettre 60% de 150 € dans le brut et 40% de 150 € dans le net. C'est-à-dire que vous allez devoir enlever les IJ que vous aviez, le maintien de salaire que vous aviez passé sur le bulletin, le complément de salaire que vous aviez fait au départ, et faire un retraitement. En principe, c'est comme ça qu'on fait. Le retraitement va consister à n'assujettir qu'à hauteur de la participation patronale au régime les indemnités journalières de prévoyance. Sachant que les indemnités journalières de prévoyance qui viennent en net, je voulais ajouter, mais on ne va pas le détailler maintenant, on n'aura pas le temps, restent imposables pour le salarié. C'est une règle fiscale qui veut que quand le salarié a cotisé, la cotisation est venue en cotisation déductible de l'impôt. Eh bien, quand le salarié touche une prestation, padaboum, les impôts le rattrapent, la prestation est imposable. Donc, je reprends. 150 € d'indemnité de prévoyance versée par l'assureur. Cette prestation va devoir être soumise à cotisation à hauteur de pourcentage de prise en charge du régime par l'employeur et va devoir être exonérée de cotisation pour la participation du salarié au régime à hauteur, dans mon exemple, de 40%, sachant que cette ligne de paye là que vous utilisez, ce n'est pas une ligne au pif. C'est une ligne qui exonère de cotisation, mais qui soumet à l'impôt. Donc, c'est une rubrique bien spécifique de la paye qui dit IJ prévoyance par salariale. Souvent, c'est comme ça que c'est écrit. Voilà. Ensuite, sur le bulletin, j'ai mis une dernière ligne, parce que ça fait une transition avec la fin de ce que je voulais vous dire. C'est que lorsque vous touchez les IJ de prévoyance, votre contrat de prévoyance doit vous indiquer si ce montant d'IJ va de nouveau être assujetti aux cotisations de prévoyance elle-même. Est-ce que le régime s'autofinance, si vous voulez? En principe, non. Essayez de négocier ça avec votre assureur. Je prends l'exemple, 150 €. Il y en a 80 € en brut. Mon brut a soumis à cotisation, ils vont y être ces 80 €. Sauf, en principe, sur la ligne de prévoyance. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est pas que le régime se finance lui-même. Donc, regardez votre contrat pour savoir si les cotisations de prévoyance, si les prestations de prévoyance sont soumises à leurs propres cotisations de prévoyance. Voilà. Des fois, il y a des petits cadeaux dans les contrats. Voilà. Sachez que, du coup, ne vous en privez pas si vous pouvez exonérer de cotisation vos prestations de prévoyance, c'est sympa. Et justement, puisqu'on parle du contrat, je termine sur ça. Quand il y a suspension du contrat, vous devez, et notamment depuis le Covid, avec cette histoire d'activité partielle, ça a été ras-le-bas de combat, vous devez garantir, maintenir aux salariés la garantie au régime de prévoyance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le salarié ne travaille pas, même s'il a des revenus de substitution, il doit y avoir des cotisations qui sont versées au régime de prévoyance. Et donc, sur quelle base? C'est pour ça que je marque quid de l'assiette des cotisations. Alors, en principe, c'est le montant de ce que vous lui versez, le montant de l'indemnisation. Sauf que vous pouvez prévoir une assiette différente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment du Covid, ça a été moyenne des 12 derniers mois. Enfin, bon, bref, passons. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le contrat d'assurance doit prévoir cette disposition-là. Sur quelle base les cotisations vont être payées lorsque le contrat est suspendu? Cette information doit être transmise à vos salariés, ce qu'on appelle les assurés. Bon, c'est l'assureur souvent qui s'en occupe d'ailleurs. Et sachant que si vous avez mis en place le régime par décision unilatérale, ce qui est assez rare dans la prévoyance maintien de salaire, c'est souvent des accords de branche. Mais il doit y avoir une mise en conformité de l'acte
fondateur. Je ne parle pas du contrat d'assurance, je parle de l'acte fondateur au 1er juillet 2022. Donc là, on est de nouveau dans de l'actualité brûlante quand même. Hein. Donc, faites le point avec votre assureur, il est tout courant. Si vous avez mis en place un régime de prévoyance volontaire, d'autant plus, il faut que votre contrat prévoie les cas dans lesquels le salarié est en suspension de contrat, sur quelle base l'assiette des cotisations sera calculée lorsque le contrat est suspendu. Et donc tout ça, ça doit être écrit et ça doit être repris dans l'acte fondateur du régime. Hop là, hop là. J'ai fait hyper vite et encore je suis à l'arrache. 33, c'est horrible, je suis insupportable. Je ne pouvais pas aller plus vite. Donc, j'en dis trop. Je parle, je suis trop bavarde, j'en sais rien. Bon, alors, je n'ai pas vu les questions, j'attends les questions. Il n'y a pas de questions pour l'instant, Nathalie. Hein, en tout cas, merci pour cet exposé très clair, très complet aussi. Pour l'instant, pas de questions. On n'avait pas précisé que les questions devaient être posées tout au long du chat, mais vous avez l'habitude aussi maintenant. Donc, voilà. Ils sont tous endormis à sauver. Oh. Ah bah alors, s'il n'y a pas de questions, dis donc, c'est soit que j'ai été claire, soit que ils sont tous tirés. Oui, non, moi j'en vois pas, ni dans les questions-réponses, ni dans le chat. Donc, voilà, c'est parfait. De toute façon, on va envoyer le PowerPoint, la présentation de cette web actu à tous les participants. Et puis on va te remercier encore une fois, Nathalie, pour cet exposé très clair. Avec plaisir. Chaque fois, c'est un plaisir. Alors, on a l'impression de parler un peu seul. Merci Sylvie. Voilà. Surtout, s'il ne pose pas de questions, bon, ben, tant mieux. Ça veut dire que ça a été clair et tant mieux. Sinon, n'hésitez pas. Parce que voilà. Mais c'est toujours un plaisir. Vraiment. Bon. Parfait. Bon. Alors, on va te dire à bientôt, Nathalie. Oui. Ben... bientôt pour une prochaine web actu. On vous tiendra bien entendu informé de cet événement. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour vos commentaires, je les vois maintenant. Je vois les commentaires qui affichent avec les merci, c'était clair, c'est gentil. À bientôt.